Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode de Franc Parler, la seule émission où on parle franc et français. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir une invitée qui nous tenait énormément à cœur. Mais avant ça, intro. Franc Parler. Franc Parler. Salut Céline, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, merci, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et merci à vous pour l'invitation. Franchement, plaisir partagé, je suis trop contente d'être là. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais te poser une question. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je m'appelle Céline Astrid, j'habite à Grigny dans le 91 et je suis nouvellement élue, je suis adjointe à la culture. En parallèle, je crée du contenu sur les réseaux sociaux autour de mon travail, des études de droit parce que je suis en doctorat de droit parlementaire et droit constitutionnel et je donne cours à la fac. En parallèle, je travaille à l'Assemblée nationale en tant que collaboratrice parlementaire. Ok. Gros CV. Ouais. Et t'as grandi où exactement? À Grigny. Grigny. Ouais, Okay. à Grigny 2. Toute ta vie Grigny Grigny? 2, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Ma première question, c'est, étant une enfant de Grigny, c'était quoi ton quotidien quand t'étais petite, un petit peu? Franchement, quotidien très simple. La famille, les amis, sortir, l'école. Un quotidien assez simple. Ok, Ouais, assez simple. d'accord. Une petite fille qui grandit, Ouais. à Avec Grigny, mes petites avec- sœurs, Ouais. mes deux parents. Ok. Et voilà quoi. Ok. Et par rapport à donc, tes fonctions que tu nous as énumérées, à quel moment tu as compris que grandir à Grigny, c'était pas partir avec les mêmes chances que les autres, du coup? Je dirais que je l'ai compris et je l'ai ressenti de façon assez brutale au moment de mon arrivée dans l'enseignement supérieur, donc après le bac, parce que c'est vrai que quand j'ai intégré Paris 1, donc la Sorbonne, j'ai commencé par une double licence droit-philosophie, et c'est un parcours assez sélectif, et j'ai constaté une absence de mixité sociale dans le parcours dans lequel j'étais, et pour être tout à fait honnête, c'était assez compliqué de vivre parfois de la violence symbolique, où on nous faisait comprendre par des petits gestes, par des petits mots, que en fonction de son origine sociale, on n'avait pas forcément notre place dans des formations dites prestigieuses ou sélectives. Donc c'est un petit peu comme ça que je l'ai compris, parce que quand je disais que je venais de Grigny, je sentais des regards, des chuchotements, des murmures. On m'a aussi fait comprendre que mes références culturelles, ma manière de parler, ma manière de m'habiller, ma manière de me mouvoir, tout ça, ça valait moins que en fait une culture dite dominante. Okay. Donc ça peut être les sons que t'écoutes, ça peut être même la nourriture que tu manges. Enfin moi je me souviens, ça proposait d'aller boire des verres à 5 €. J'étais en mode mais pour moi 5 € c'est un grec, hein. C'était avant l'inflation. J'étais en mode mais pour moi 5 € c'est un grec, je vais pas aller mettre 5 balles dans un verre. Et rien que ça, en fait on sentait un peu de mépris de classe en mode mais comment ça t'as pas 5 € pour boire un verre en terrasse, enfin... Et d'où tu manges un grec, c'est un peu bourratif, non? Que des petits trucs comme ça qui accumulés te font comprendre que t'es pas forcément à ta place, ou en tout cas t'es pas perçu comme étant à ta place. Et c'est vrai que ça peut être assez violent parce que ça te fait te remettre en question, te dire est-ce que vraiment j'ai les capacités d'y arriver, est-ce que je vais réussir à conduire à son terme un parcours qui est aussi difficile, aussi compliqué, en devant en plus composer avec toutes les réalités d'une enfant d'ouvrier, aînée de la famille, fille d'immigré, qui vient d'un milieu populaire. Donc c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti, mais de plein fouet, ce que c'était que venir de milieu populaire, parce qu'avant ça, j'étais à Grigny, quoi. C'est-à-dire que j'étais avec des personnes qui me ressemblaient, des personnes qui étaient un petit peu au même niveau social que moi. Et j'avais pas forcément d'exemple de personnes qui appartenaient à des classes un peu plus supérieures, on va dire. Ok. D'accord. Et justement, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que autour de toi ou dans ta famille, tu avais des personnes qui avaient un parcours similaire au tien actuellement? Non. Aucun modèle? Non. Ok. D'accord. Non. Ok. Non. Donc, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport à ton parcours, donc au niveau des études, tu as fait un double cursus en droit, en philosophie, c'est ça? Du coup, est-ce qu'on t'a déjà fait sentir que c'était pas un parcours fait pour toi? Oui, en fait, c'est dans la continuité de ce que je dis. Déjà, c'est assez spécial parce que quand j'étais en double licence et que je disais que je faisais du droit et de la philosophie, il y avait un étonnement des personnes. En mode, ah bon, toi? Toi, droit philo. Non, mais ça veut dire ça en fait, parce que étant donné qu'il y avait 60 places, donc c'est un parcours assez sélectif, les personnes ne se disent pas que quelqu'un qui est non blanc, qui vient d'un milieu populaire, peut accéder à un tel niveau de formation, à un niveau assez exigeant. Et oui, donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu des remarques comme ça, et voilà. Okay. Est-ce que tu avais l'impression de devoir faire genre 2 fois plus que les autres pour pouvoir être vu? Oui, honnêtement. Pas forcément pour pouvoir être vu normalement, mais en tout cas pour mener à bien la double licence, oui, j'avais le sentiment de devoir faire
2 fois plus que les autres, parce que déjà j'avais le sentiment de partir de 2 fois moins loin. C'est vrai que moi je disposais pas des mêmes capitaux, que ce soit des capitaux économiques, des capitaux culturels. J'ai l'impression que ces personnes-là elles avaient vraiment été socialisées à je sais pas, les arts, la culture, la lecture. Enfin, ils avaient vraiment un bagage culturel conséquent que moi j'avais pas, alors que ça peut constituer aussi un prérequis pour mener à bien des études aussi conséquentes. Et donc des fois quand ils parlaient, ils avaient des rêves. Enfin, moi je me disais mais de quoi ça parle ? Faut que je rattrape en fait. Enfin, on part pas sur le même plan de réalité. Et oui, et puis même, enfin je sais pas, j'ai un exemple typiquement sur les retards. Ils étaient très très exigeants au niveau des retards. Et si on avait plus de 10 minutes de retard, on pouvait pas dans certains cours intégrer le cours et suivre le cours. Et moi je venais vraiment de loin. J'habitais à Grigny, je devais arriver dans le 5e arrondissement de Paris. C'est-à-dire que je devais marcher de chez moi à la gare de Grigny, ensuite prendre le RERD, prendre le RERC, puis prendre le RERB, et puis marcher encore. Donc franchement, s'il y avait un RER qui déraillait, c'était terminé pour moi. Franchement, c'était finito, sauf si je me levais à 6h du matin, tu vois. Et je me souviens, une fois, j'avais couru à 8h. Franchement, j'étais en nage. J'avais couru pour rater aucun RER. J'étais à ça d'arriver en retard et tout. Donc, je courais. Et en fait, je montais entre Luxembourg et le Panthéon, parce que j'étais à l'école de droit de la Sorbonne. Et je vois un gars qui sort d'une porte. Donc, il sort d'un immeuble entre le Luxembourg et le Panthéon. Et je vois qu'il a la carte Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En fait, je me dis, mais toi, t'habites là ? Je me suis dit, mais en fait, moi, ça fait 1h30, je suis en train de batailler avec le RERD, le RERB, le RERC, tous les RER possibles et imaginables. Juste à côté. Et toi, en fait, là, tu descends. S'il faut, t'as oublié un truc, tu remontes. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on part pas du même endroit, on n'a pas tous les mêmes chances. Et ouais, ça peut être un peu violent parce que tu te dis, une personne qui doit composer avec un trajet extrêmement important et une autre qui habite juste à côté, mais évidemment, elles vont pas avoir les mêmes chances de réussite. Une personne qui doit travailler à côté de ses études pour subvenir à ses besoins, pour payer son loyer, pour manger, pour donner de l'argent à ses parents, parce que c'est la réalité aussi de beaucoup d'enfants, elle n'aura jamais les mêmes chances de réussite qu'une personne dont les parents, que les parents soutiennent financièrement, moralement, émotionnellement. Donc, évidemment, en fonction de ton milieu d'origine, en fonction de la place de tes parents dans la société, tu vas avoir plus de chances ou moins de chances de réussir. Selon toi, quand on vient d'un milieu social dit populaire, comment on fait pour combattre ce plafond social du coup ? Je pense qu'il faut être lucide. Je crois qu'il ne faut pas être dans une dynamique du style quand on veut, on peut, je vais travailler énormément, je vais y arriver. Parce que c'est faux. En fait, genre sociologiquement, il y a quelque chose qui s'appelle la reproduction sociale qui existe. Et aujourd'hui, les enfants de cadres tendent à devenir des cadres, quand les enfants d'ouvriers tendent à devenir des enfants d'ouvriers. Enfin, la part d'enfants d'ouvriers en master, c'est 10%, autour de 10%. La part d'enfants d'ouvriers en doctorat, c'est 6%. Donc en fait, il y a des réalités sociologiques qui sont plus conséquentes et qui sont plus importantes que notre simple bon vouloir. On est pris dans des déterminismes sociaux qui nous dépassent totalement. Et une des manières de combattre ces déterminismes et d'essayer de passer entre les mailles du filet, c'est d'en avoir conscience. Parce que si on pense qu'en se donnant à corps perdu dans le travail, on va y arriver, ça marchera pas parce qu'il y a toujours un plafond de verre. Je pense que déjà avoir conscience de nos réalités, c'est pas avoir une approche fataliste, mais c'est avoir une approche réaliste et du coup mettre en place des outils pour essayer de montrer des stratégies d'évitement pour essayer de passer d'un point A à un point B. Et ces stratégies d'évitement, c'est se mettre en relation avec des personnes qui, elles, disposent des capitaux, essayer de trouver sa part dans le collectif parce qu'il y a que le collectif qui aide, qui sauve, mobiliser des associations. Enfin, il y a plein de collectifs, d'associations qui existent justement pour essayer de pallier à ces inégalités sociales et vraiment il faut se mettre en lien je pense avec ces collectifs-là, mais ça c'est pour une vision individuelle et une vision court-termiste parce qu'en réalité ce qu'il faut c'est pas juste soit arriver à passer un plafond de verre, ce qu'il faut c'est pour toute la société abolir les inégalités sociales. Donc évidemment il y a d'un point de vue individuel essayer de accepter les mains tendues quand on en a parce que des fois on n'en a pas, comprendre qu'il suffit pas de travailler pour y arriver, mais en plus je pense, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel, faire en sorte de changer radicalement la société pour créer un monde plus juste. Et ça passe par le combat politique. Le combat politique, il peut se traduire de différentes manières, par le militantisme, par le fait d'être engagé dans une association. Mais aujourd'hui, si on laisse croire aux gens qu'il suffit de travailler pour lutter contre les inégalités, qu'il suffit de travailler pour changer de classe sociale, c'est-à-dire que l'État n'a pas à se soucier de régler les problèmes d'inégalité. L'État n'a pas à se soucier de mettre en place des politiques publiques qui vise à lutter contre les discriminations. Et ça, c'est pas une possibilité qui est entendable pour moi. Donc évidemment, pour moi, le combat, il est sur divers plans. Il est à la fois individuel, il est à la fois collectif. Et en fait, les deux se rejoignent. Parce que quand on arrive à un certain niveau, on doit mettre en fait sa réussite, et je mets des gros guillemets parce que peut-être on pourra en reparler, sa réussite au service du collectif. Et l'enjeu de la transmission, etc., c'est vraiment super important, quoi. On en reparlera, la notion un peu de réussite. C'est un peu différent selon les personnes, mais effectivement, tout ce que tu as dit, c'est assez inspirant, en tout cas. J'espère que ça pourra en aider plein. Là, on va revenir un peu sur ton parcours
T'as essayé d'un peu de comprendre le système de l'intérieur, on va dire ça, entre guillemets. T'as travaillé, tu me dis si je me trompe, hein, dans un cabinet d'avocats, une cour d'appel, et t'as travaillé à la DDSP, c'est ça, c'est bien ça? Donc la Direction départementale de la sécurité publique. Donc t'as eu 3 points de vue différents au niveau de la justice. Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur la justice, pardon? C'est des stages que j'ai réalisés à l'occasion de mes études de droit. Et franchement, c'était super intéressant parce que les études de droit, c'est assez théorique et j'avais vraiment une volonté de confronter la théorie à la pratique pour pouvoir ensuite conforter ou non mes choix professionnels. Parce que c'est vrai qu'au moment des études, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va se tourner, est-ce qu'on va faire magistrat, avocat ou plein d'autres métiers dans le monde du droit. Et j'avais cette volonté d'aller voir comment ça se passe sur le terrain pour pouvoir être certaine ensuite des choix professionnels vers lesquels je me tournerais. Surtout que c'est des choses qui sont assez engageantes. Enfin, aujourd'hui, pour être magistrat, typiquement, il faut passer un concours qui est ultra exigeant. Pour être avocat, il faut passer un examen aussi qui demande du temps, qui est conséquent. Donc, c'est dans cette dynamique que je m'inscrivais lorsque j'ai fait effectuer ces différentes expériences pro. Enfin, j'ai quand même constaté un décalage entre ce qu'on apprenait en cours et la réalité du terrain, notamment l'expérience à la cour d'appel de Versailles, parce que j'avais réfléchi à un moment à passer l'ENM pour être magistrat. Et c'est vrai que cette expérience, ça m'a un petit peu remis en question ce choix de carrière professionnelle, parce que je me suis rendu compte que l'absence de moyens, ça avait des conséquences tellement importantes sur ta manière d'exercer ton métier. Ça pouvait te mettre des bâtons dans les roues, mais à un point. Et en fait, je constatais une rationalisation des moyens et la conséquence que ça avait sur le management. Donc, par exemple, des magistrats qui doivent traiter un nombre de dossiers en un temps limité, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de magistrats pour le flux de dossiers. En fait, il y a des dossiers qui sont tellement importants et en face, on n'a pas assez de magistrats pour les traiter, que du coup, on va rationaliser ça en donnant un nombre conséquent de dossiers à un seul magistrat. Mais du coup, ça pose des questions en termes de qualité de rendu de la justice, de la manière de trancher les litiges. Si le magistrat il est motivé par la célérité, par la rapidité dans sa manière de trancher les litiges, on peut s'interroger en fait, sur la qualité de la décision qui est rendue. D'accord. Et c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu déroutée de constater tout ça. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être magistrat sous Macron, moi. Enfin, en gros, non, mais en fait, j'ai pas envie d'être magistrat avec si peu de moyens. Je veux dire, c'est quand même un métier, je pense, de vocation. Quand on est magistrat, c'est qu'on a un parcours académique qui est conséquent. On a passé un concours qui est exigeant. On se met au service de la population. On se met au service de la population parce qu'on croit en un projet, celui de la justice. Ça veut dire on refuse que les personnes règlent leurs litiges de manière violente. C'est aussi ça, philosophiquement, la justice. C'est pour pouvoir trancher les différends entre les gens de manière pacifique. Donc, derrière, il y a une idée forte dans l'idée de trancher les litiges. D'accord. Et en fait, quand moi j'ai constaté ça, je me suis dit, mais non, en fait, je sais pas. Ok. Et t'as d'autres exemples de choses qui t'ont choqué durant tes stages ou pas du tout? En vrai, il y avait la rationalisation, là, comme je vous ai expliqué, au tribunal. Là, tout de suite, non, franchement, là, tout de suite, j'ai pas... Non, j'ai pas. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore confiance en l'institution judiciaire? Aujourd'hui, est-ce que j'ai encore confiance en l'institution judiciaire? Alors là, déjà, l'institution judiciaire, c'est large. C'est large. J'ai confiance en l'institution judiciaire. J'ai envie d'avoir confiance en l'institution judiciaire. Mais je pense qu'elle ne pourra pas relever les défis auxquels elle est confrontée si on ne lui donne pas les moyens nécessaires, en fait. Et pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas couper à ce point le budget de la justice et attendre que celle-ci fasse son travail. C'est plus ça, en fait. Moi, j'ai confiance, mais à mon sens, il faut vraiment qu'on puisse donner davantage de moyens. Davantage Sur ce que tu disais avant par rapport à l'expérience que tu as eue. C'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Du coup, une question vite fait par rapport à ton parcours. Donc, tu as fait un parcours de droit classique, mais tu as aussi décidé de rajouter de la philosophie du droit. Tu peux nous expliquer pourquoi et surtout en quoi ça a pu t'aider donc, dans tes stages et dans la suite de ton parcours? En fait, j'ai fait une double licence droit-philosophie. Et ensuite, j'avais un petit peu des doutes sur l'orientation à prendre dans le cadre du master. Et même, j'étais ultra stressée. Je ne savais pas si j'allais avoir un master ou pas. Enfin, bref. Et j'ai postulé à la fois à des masters de droit, à la fois des masters de philosophie, en me disant que voilà, j'irais dans le master dans lequel je suis prise. Et au final, j'ai été prise à la Sorbonne, donc dans la même université, dans un master de droit, le master justice, procès, procédure, et dans un master de philo, le master philosophie et société. Et en réalité, si j'ai
poursuivi dans la philosophie, c'est juste parce que c'est une matière que j'aimais vraiment. Ok. En fait, j'aimais vraiment dès la terminale, j'ai adoré la philosophie. Je voulais faire une prépa lettres, mais ensuite j'ai eu une professeure qui m'expliquait qu'il y avait une double licence qui existait parce que je voulais aussi faire du droit. Donc c'était l'alliage parfait. Et en fait, c'est vraiment par intérêt pour la matière que j'ai décidé de continuer, alors que je savais que j'allais pas forcément travailler ensuite dans la philo ou faire prof. Mais c'est vraiment par intérêt pour la matière parce que je trouve que c'est tellement satisfaisant le fait de rechercher des réponses à des questionnements. Ok. C'est une richesse intellectuelle que j'ai trouvée incroyable et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu continuer en philo, quoi. Ok. Et c'est un parcours que tu conseillerais donc à des jeunes issus du milieu populaire ou pas, de faire ce genre de double licence? Oui, franchement, c'est en fait l'enseignement. Moi, j'ai adoré l'enseignement. Que ce soit en droit, que ce soit en philosophie, j'ai adoré l'enseignement parce que les deux matières, elles visent à apporter des solutions à des problématiques. Donc l'une sur le terrain juridique, l'autre sur le terrain philosophique. Mais à chaque fois, c'est des matières qui visent à apporter des solutions. Et le droit, j'ai trouvé ça extrêmement important parce que ça t'apporte déjà une grille d'analyse, enfin d'abord une méthode, une grille d'analyse avec la concision, la précision, le caractère synthétique, même dans la prise de parole en public, enfin ça t'apporte énormément d'atouts et aussi ça t'apporte des réflexes sur ton rapport au monde. Et je pense que c'est très protecteur. Pour moi, tout le monde devrait faire du droit de la famille, du droit pénal. Ça change vraiment ton rapport au monde et la façon dont tu vas te comporter vis-à-vis des autres et aussi faire attention à comment on te traite. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et ensuite, la philosophie, ça offre une ouverture sur le monde qui est, à mon sens, vraiment génialissime. J'ai eu des cours sur la mort, sur la connaissance de soi, sur l'amour, sur le bonheur, sur le désir, enfin, sur la morale. Non, franchement, j'ai trop aimé ce parcours-là. Et oui, je le conseille, en tout cas au niveau des enseignements, c'est super intéressant. Après, c'est plus au niveau de l'institution en elle-même, du milieu dans lequel tu vas devoir évoluer. Un milieu qui est différent de celui de ton milieu d'origine, ça peut être compliqué. Et voilà, après, il faut être préparé, en fait. Moi, j'étais pas préparée. Je suis juste arrivée en mode « Hi ». Je savais pas, mais en fait, si on est préparé, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui existent, qui font du mentorat, qui font de l'accompagnement. Donc oui, il faut connaître, il faut aussi lutter contre l'asymétrie d'information, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un code social ou académique que tu as dû apprendre toute seule? Bah, moi, je considère que tous les codes, pratiquement, je les ai appris sur le tas. Donc toute seule? Ouais, toute seule. Ok. Je les ai appris sur le tas. Enfin, que ce soit l'organisation pour le travail, les méthodes de recherche, le rapport aux enseignants, parce que c'est vrai qu'au lycée, c'est beaucoup plus petit. Donc on a une proximité plus importante avec les enseignants. Là, c'est vrai qu'on est juste un numéro étudiant. Ouais. Dans un amphi, le professeur de CM, il te connaît pas. Le chargé TD, il a sa thèse sur le côté. Ouais. Bon, t'es un peu livré à toi-même. Donc, il faut apprendre l'autonomie. Voilà. Ok. Et on a vu que tu étais engagée donc, dans une association, la Cité des Chances. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. La Cité des Chances, c'est une association qui a été créée en 2018 par Brandi Boloko et Lorraine Lolo et qui vise à démocratiser la démocratie en quartier populaire. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser la citoyenneté et donner du pouvoir d'agir aux jeunes de quartier populaire. Et en fait, on part d'un constat simple, c'est que il y a énormément d'abstention dans les quartiers populaires et surtout chez les jeunes de quartier populaire, alors qu'ils sont à l'intersection de toutes les discriminations, que ce soit dans l'accès à l'éducation, l'accès au transport, les discriminations territoriales, discrimination à l'embauche, le racisme que certaines populations issues des quartiers populaires peuvent connaître. Donc, c'est des populations qui vivent en fait des problèmes politiques conséquents, mais qui en même temps ne participent pas forcément à la chose publique. D'accord. Sont quand même beaucoup dans l'abstention. Donc on a constaté ce paradoxe-là et on a essayé de comprendre pourquoi. Évidemment, il y a des problèmes de légitimité, des problèmes de représentativité, personnes issues de l'immigration, peu de personnes issues de quartiers populaires. En fait, ça a pour conséquence un réflexe qui consiste à se dire « je suis pas concernée » ou en tout cas « j'ai pas ma place là-bas vu qu'il y a personne pour ouvrir la voie ». Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les lycées de quartiers populaires et on fait des simulations parlementaires sur plusieurs semaines. Donc à raison d'une fois par semaine, on intervient dans la classe et l'objectif c'est de recréer un débat parlementaire fictif avec les élèves. C'est intéressant ça. Ouais, et la classe est découpée en différents groupes parce que l'objectif c'est pas simplement de reproduire un débat parlementaire mais surtout de reproduire un débat politique. Et il y a différents acteurs politiques, il n'y a pas que des élus qui participent à la vie politique, il y a aussi des membres d'associations, des syndicalistes, des journalistes, des lobbyistes. Donc on va découper la classe en plusieurs groupes. Les étudiants, les élèves décident
dans quel groupe ils veulent appartenir. Donc, il va y avoir les députés de la majorité, les députés de l'opposition. Il va y avoir un thème. Et en fait, les députés de la majorité vont être chargés de rédiger une loi, les députés de l'opposition de l'amender. Ils vont devoir faire tout un travail en lien avec les journalistes qui, eux, vont couvrir médiatiquement le débat. Il y a aussi des associations qui vont prendre une position, qui vont faire des blocus dans la classe, qui vont sortir des pancartes pour essayer d'influencer en fait les députés dans la rédaction de la proposition de loi ou de l'amendement. Donc en fait, l'objectif, quand on va dans ces lycées-là, c'est vraiment de leur dire, pas de leur expliquer qu'ils sont légitimes, mais de manière genre descendante, en mode on vous explique comment ça fonctionne l'Assemblée nationale. Non, l'objectif c'est de leur dire vous êtes capable de le faire et vous allez le faire. Ok, vous pouvez être acteur aussi c'est ça, de vous pouvez tout ça. être acteur. Donc en fait l'objectif c'est pas du tout qu'ils soient spectateurs, mais qu'ils prennent à bras le corps le rôle qu'ils sont en train de jouer. Et en fait, afin de se dire que potentiellement là je l'ai joué, mais peut-être que je peux le jouer dans la vraie vie et être vraiment journaliste, être vraiment engagé dans une association, être vraiment député. Et la fin du projet, c'est à l'Assemblée nationale. Ils font du coup la restitution du débat à l'Assemblée, devant un jury composé de vrais journalistes, de vrais députés, de vrais membres d'associations. Et ensuite, au terme du débat, on décide si la loi est adoptée ou pas, donc qui de l'opposition ou de la majorité nous a convaincus. Donc il y a une défense article par article. Donc ouais, vraiment, c'est un beau projet qui est sur le long terme, ça crée beaucoup de liens avec eux. Et on les voit en fait passer de illégitime à légitime. Parce que quand on arrive à la première séance, on leur dit c'est quoi un député, est-ce que vous allez voter, est-ce que vous vous intéressez à l'Assemblée nationale, et qu'ils sont en mode vas-y toi. Et qu'à la fin à l'Assemblée nationale on les voit genre mobiliser le vocabulaire parlementaire, couper leur adversaire politique, il y a une vraie évolution, parler à des journalistes. Je dis mais en fait ils sont même plus forts que les députés que moi que je croise à l'Assemblée nationale. C'est une dinguerie. Donc franchement c'est un beau projet qui est porté par l'association et ouais franchement moi j'aime trop faire ça. Là j'ai moins de temps malheureusement, mais c'est vrai que je trouve que c'est une trop belle initiative et qui participe vraiment à donner en légitimité et en capacité. Et c'est aussi pour ça que la devise de l'association, c'est tout le monde est légitime, tout le monde est capable. Ok, franchement, super beau projet. Cet engagement politique, il vient à quel moment de ta vie? Enfin, politique. Associatif, pardon. Ok, l'engagement associatif, il vient vraiment au moment où j'entre à la fac. Au moment où j'entre à la fac, en plus, là, je suis la première génération de Parcoursup en plus. Et moi, quand je suis rentrée à la fac, je ne m'attendais vraiment pas à un choc social aussi important. J'avais pas prévu. Donc, quand je me suis rendu compte que j'avais ni les codes, ni les outils, ni les éléments pour y arriver, et quand j'ai vu à quel point j'ai dû me débrouiller seule pour comprendre un petit peu les rouages de l'institution et comment arriver à se frayer un chemin dans les études supérieures, parce que ça peut être très compliqué, même administrativement, les rapports avec la bourse, le Crous, enfin bref. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, faut que je me mette au service de personnes qui sont dans ma situation, parce qu'il y a une asymétrie d'information, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y en a plein, là, des petits qui vont avoir le bac, qui vont entrer dans des écoles prestigieuses, ou qui n'ont personne dans leur famille qui a fait des études supérieures, et qui vont rien capter. Je me suis dit, si moi je me suis dans cette situation, c'est forcément que je ne suis pas seule. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'association Cité des Chances. Et je suis entrée par l'association. Là, on a parlé des simulations parlementaires, mais il y a d'autres pôles. Et moi, je suis entrée par l'association via le pôle orientation, qui lutte contre l'orientation subie et qui lutte contre l'asymétrie d'information. Et donc, ce pôle orientation, il aide les élèves à la rédaction de lettres de motivation, de CV. Il organise aussi un système de mentorat qui va suivre un étudiant. Donc en fait, tu as un étudiant par exemple de master, par exemple de master droit, qui va suivre un étudiant en L1 de droit. Donc être comme un référent. Pouvoir se tenir à sa disposition pour lui apporter des éléments logistiques, de l'aide, être vraiment un mentor, quoi. Être une référence pour l'étudiant en cas de difficulté, qui puisse se tourner vers quelqu'un. Donc c'est moi, via cette branche de l'asso que je l'ai intégrée, et c'était vraiment parce que je me suis dit, mais en fait moi j'ai grave galéré, j'aimerais bien que d'autres ne galèrent pas, tu vois. Et quand tu travailles avec ces jeunes, est-ce que tu vois un potentiel que le système scolaire, il n'arrive pas encore à valoriser chez eux ou pas? Mais bien sûr. Après, c'est à nuancer, parce qu'en réalité, nous, on travaille avec des professeurs, et souvent, les professeurs, quand ils nous contactent, s'ils sont attirés par le projet, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont vu. Ouais. Donc, en fait, on travaille rarement avec des professeurs qui essayent de minimiser la valeur de leurs étudiants,
ou qui sont dans l'orientation subie, qui considèrent qu'en fonction de ton milieu social, tu dois faire une voie professionnelle ou ce genre de choses, parce que c'est une réalité aussi qui existe. Mais oui, ça existe quand même, quoi. Ça existe quand même. Mais en vrai, non. En tout cas, dans le cadre de Cité des Chances, j'ai pas trop constaté ça, parce que les professeurs, quand ils nous contactent, c'est que vraiment, ils ont cette volonté de faire ressortir le potentiel de leurs élèves. D'accord. Ok. Bon, franchement, c'est une super démarche de la part des professeurs déjà. Oui. De pouvoir vous contacter dans cette démarche-là. Non, c'est des crèmes. Donc, tu as été élue récemment adjointe au maire au sein de la municipalité de Grigny. Oui. Déjà, félicitations. Merci. Merci. Pour ça. Donc, tu es engagée dans la vie municipale de Grigny. Oui. C'est un choix stratégique ou personnel? J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression que c'était plus un choix collectif. Ah ouais? Oui, j'ai l'impression que c'était plus un choix collectif, pour être tout à fait honnête, parce que aussi personnel, à la fois collectif et personnel, parce que moi je suis assez engagée politiquement, j'ai fait plusieurs campagnes électorales, et là il y avait l'échéance des municipales qui arrivait, donc il y avait l'enjeu de savoir si, dans tous les cas j'allais faire la campagne, mais il y avait l'enjeu de savoir si je la faisais aussi en tant que candidate. Au début j'étais pas trop chaude. Pas trop partante. J'étais pas trop partante. Pourquoi? Parce que je pense que c'est toujours ces problèmes de légitimité qui se posent, quel que soit l'endroit où on se situe, en fait. On peut avoir tous les diplômes qu'on veut. On reste en fait... je reste une femme noire en France, issue de milieu populaire, et la réalité c'est que ce qui t'est renvoyé au visage constamment, c'est t'es pas à ta place, t'es pas légitime et mets-toi sur le côté. Donc en fait, il y a une assignation à résidence dont il est compliqué de se défaire. Et même malgré ton parcours, t'as quand même ressenti ces sentiments d'illégalité. Oui. Et je pense en fait, même avec Cité des Chances, typiquement, on intervient avec... on a tous un petit peu le même parcours, quoi. Et on intervient dans des classes, et après, donc on dit aux élèves, vous êtes légitimes, vous êtes capables, etc. Et après, quand on sort, on leur dit, mais on leur a dit, vous êtes légitime, vous êtes capable, mais même nous, en fait, on se sent ni légitime ni capable. En fait, je pense que la légitimité, tu vas jamais l'atteindre. Je pense que c'est un continuum. Des fois, tu te sens grave légitime parce que tu as réussi à atteindre certains objectifs. Des fois, tu te sens moins légitime. En dents de scie, un peu. Ouais. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un truc en dents de scie. Et j'ai arrêté de vouloir atteindre le top de la légitimité, parce que je pense que je l'atteindrai. Honnêtement, je l'atteindrai jamais. Mais j'ai envie plutôt de me dire que même si je me sens pas légitime, je fais quand même les choses. Et c'est ce qui s'est passé typiquement pour les élections municipales. De pas tomber dans l'autocensure, même si tu dis... Et là, je me sens pas la plus confiante, mais vas-y, je vais quand même y aller. Après, moi, j'ai la chance aussi d'avoir un collectif derrière moi, d'avoir mon chef, peut-être on en reparlera, Antoine, qui est député de la circonscription là où j'habite. C'est vrai que lui m'a beaucoup poussé, il m'a dit vas-y. Il a pris aussi une grande part dans tout ça. Et donc ça, c'est du côté un peu plus personnel. Voilà. Et après, je me suis dit aussi, écoute, t'as grandi à Grigny, je suis une enfant de Grigny, moi j'ai bénéficié de tous les dispositifs de solidarité mis en place par cette ville. Je pense qu'il n'y a pas un dispositif que j'ai pas croqué. Franchement, j'ai tout pris. tout ce qu'il y avait à prendre, j'ai pris. Et je me suis dit, mais je suis ceinture noire de taekwondo, si j'avais pas Grigny qui avait mis en place le passeport, mais j'aurais jamais pu, mes parents, ils auraient pas pu suivre financièrement. J'ai fait du violon. Mais en fait, j'avais des tarifs amoindris au conservatoire. Je veux dire, j'ai disposé du CLAS, donc c'est un dispositif qui te permet d'avoir de l'aide aux devoirs. J'ai tellement eu de Grigny, et je me suis dit, mais il faut vraiment que je me mette au service de cette ville pour essayer de rendre à la ville ce qu'elle m'a donné, parce que j'ai une dette qui est conséquente envers cette ville, et je l'aime aussi énormément. Et je me suis dit, oui, c'est un mandat qui a du sens pour moi, et si je peux aider humblement, c'est avec plaisir. Et en plus, il y a aussi le fait que c'est un collectif, donc je suis adjointe au maire, mais il y a 10 autres adjoints. Oui, il y a le maire, donc je prends pas des décisions seule, je suis pas jetée dans la nature, on est en collaboration. Donc c'était aussi un mandat qui, en fait, dont les conditions me permettaient d'y aller. D'accord. Tu vois, je me suis dit, bon, voilà, en vrai, je suis pas la seule adjointe. C'est une équipe, quoi. Voilà, aller. Exactement, je suis dans une équipe, je suis dans un collectif, j'ai mon chef qui m'a poussée, j'ai mes amis de Grigny, ma famille aussi qui m'ont poussée, et ça avait du sens politiquement pour moi. Donc je me suis dit, ok, t'es un peu fébrile, je suis la plus jeune de l'équipe, mais bon, faut quand même y aller, quoi. Okay. Et maintenant que tu es élu, du coup, aux côtés de Philippe Rio, comment est-ce que tu comptes rendre ça aux habitants de Grigny, du coup? Écoute, moi je suis élue à la culture. Je suis élue à la culture, aux pratiques artistiques et aux droits culturels. Donc d'abord en travaillant sur le champ de ma délégation, et on a plein de projets qu'on essaye de mettre en œuvre. Il y a un équipement culturel qui va voir le jour très bientôt, donc là je suis vraiment mobilisée sur cette question-là. Essayer d'aller trouver des subventions, des financements à tous les échelons possibles, pour que ça puisse bénéficier à la ville et in fine aux Grignois. Évidemment me mettre à la disposition des gens, parce qu'être élu c'est ça en fait.
Être élu, c'est pas ça. Hein. Être élu, ça veut dire que les gens, ils t'attrapent la veste, ils ont des problématiques, tu dois tout mettre en œuvre pour solutionner ces problématiques. Même si ça relève pas de ma compétence, je dois essayer de parler à d'autres élus, parler au maire, pour essayer de solutionner ces problématiques. Typiquement, je rentrais chez moi après un conseil municipal, là, c'était lundi. C'était lundi, oui, je rentrais chez moi après le conseil municipal, on avait terminé vers 21h. Et là, je vois, il y a plein de personnes qui commencent à venir me voir en mode oui, t'es pas au courant de ce qui se passe et tout. Je vois, il y a des voitures de police et je dis non, il se passe quoi? Il dit, il y a une petite qui a disparu depuis 16h, on voit pas où elle est, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tous les élus qui sont venus, on est tous allés chercher la petite. On a fait du lien entre la police et les habitants parce que tout le monde était très inquiet pour leur donner en temps réel un petit peu les informations. On est allé auprès de la famille, on était tous présents. On a essayé de leur proposer des choses en fait pour les aider tout simplement. Okay. Donc pour moi, je vois vraiment la figure de l'élu déjà comme une continuité de mon engagement politique parce qu'avant d'être élu, j'étais déjà engagée. Donc pour moi, c'est la continuité de mon engagement politique et c'est aussi une manière d'être un relais entre les personnes, la mairie et être au service des gens pour apporter des solutions à un niveau qui reste le mien, quoi. Selon toi, quand on est jeune et qu'on veut s'engager en politique, par quoi on commence concrètement? Déjà, je pense peut-être commencer par ces centres d'intérêt. Peut-être commencer par ces centres d'intérêt. J'avoue, moi, ça s'est fait un peu par hasard. Parce que... c'est trop bizarre parce que j'étais déjà engagée. J'étais vraiment très très engagée quand je repense à moi avant, j'étais vraiment énervée, mais je m'étais pas mais en fait je m'étais pas je me disais pas qu'il y a des responsables. Okay. Juste je constatais des situations, mais je me disais pas mais en fait c'est parce que c'est le fruit de politiques publiques qui sont mises en œuvre par des dirigeants. Je me disais juste mais c'est comme ça, mais c'est chiant, mais je me disais pas mais tu sais que si tu changes de dirigeant ou si tu appliques une autre politique, potentiellement ça peut changer. Ouais. Je faisais pas ce lien. Donc c'est vrai que j'étais assez engagée, mais j'étais pas mobilisée dans l'action. Et après ça a changé déjà avec Cité des Chances, parce que c'est une forme d'engagement, l'engagement associatif. Et ensuite quand j'ai rencontré Antoine Léaumont, qui était député, mais quand j'ai rencontré, il était candidat. C'est devenu mon chef et c'est un peu lui qui m'a branché sur le militantisme politique avec tout ce que ça implique en termes de tractage, porte-à-porte, mener des campagnes, aller en manifestation. Enfin, il y a tout un monde qui existait dont moi, j'étais pas au courant de l'existence, quoi. Donc, c'est un peu via ce biais-là que moi, je me suis engagée. Après, franchement, je dirais aux personnes qui ont envie de s'engager de faire en fonction de leur domaine d'intérêt, de regarder ce qui les révolte le plus et d'essayer à leur échelle de participer à amoindrir en fait la violence du monde, tu vois, et la violence de ce qu'ils constatent. Et ça peut être en étant syndicaliste dans un lycée, il y a des syndicats étudiants, ça peut être en étant dans des associations, ça peut être en étant dans des collectifs, ça peut être en faisant des maraudes, ça peut être en travaillant dans les services d'une ville, ça peut être en rejoignant une organisation politique, ça peut être tout seul sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de moyens de le faire. Il y a différents moyens de s'engager. Je pense qu'il faut faire en fonction de son temps, en fonction de ses capacités et en fonction aussi du bien que ça nous fait. Parce que pour moi, l'engagement politique, c'est dur, mais c'est aussi thérapeutique. Parce qu'il naît en fait d'une impossibilité de l'indifférence. Enfin, c'est juste, on constate les désordres du monde, on constate à quel point le monde est violent et on se dit, mais je peux pas rester natif face à ça. Et quelque part, ça fait du bien de faire du bien en fait. Ouais, ça soigne et le collectif aussi, il protège. Donc voilà. T'es épanoui là-dedans Épanoui, on va dire aussi c'est un dent de scie. Franchement, on va dire que c'est un dent de scie parce que moi je fais un travail aujourd'hui qui est très politique. Je suis collaboratrice parlementaire, je travaille à l'Assemblée nationale. Enfin, mon travail ça consiste à rédiger des argumentaires pour convaincre les personnes de positions politiques. Les positions politiques, c'est celles qui visent à plus de justice sociale, un partage de la richesse, la lutte contre les discriminations, un monde plus féministe, un monde antiraciste, un monde genre sans inégalité, enfin un monde plus doux, quoi. Donc forcément, quand en face, t'as des personnes qui sont à l'opposé, mais c'est un combat. C'est un combat d'idées, mais ça reste un combat et on se prend des coups et c'est violent. Mais ce serait encore plus violent pour moi de pas faire ça. Ouais, d'accord. Donc voilà, donc oui, je suis épanouie, mais en même temps, des fois il y a des petites crises existentielles, quoi. Des fois il y a des petites crises existentielles. Ok. Et justement, du coup, tu nous parlais d'Antoine Léaumont, donc qui est député LFI de la 10e circonscription, si je ne me trompe pas. Oui, de la 10e circonscription de l'Essonne. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que cette rencontre politique elle s'est faite entre vous deux? Elle s'est un peu faite par hasard, honnêtement, parce que c'était en 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou en 2023.
c'était après les élections présidentielles. Donc, moi, honnêtement, je calculais pas du tout la politique. Comme je vous ai expliqué, j'étais dans le pôle orientation de Cité des Chances. Donc, je faisais du mentorat, je faisais des lettres de motivation, de la correction de CV, etc. Mais je faisais pas de simulation parlementaire. D'accord. Donc, ça veut dire, j'étais jamais allée à l'Assemblée nationale, je captais pas. En fait, si j'avais un peu fait des simulations parlementaires, je pense, déjà, j'aurais eu un intérêt plus vif. Mais pour la politique, mais là, j'avoue que non. Mais je votais quand même. Je votais quand même. Et en 2022, donc voilà, j'ai voté Mélenchon, voilà, sans trembler, tranquillement, sans forcer, mais sans aucune, pour être tout à fait honnête, sans aucune espérance. D'accord. Parce que déjà, dans les sondages, il était très très bas. Moi, franchement, j'ai juste voté comme ça, mais sans... Moi, c'était même pas un sujet, en fait. Ouais. J'ai juste voté comme ça, par principe. Et après, quand j'ai vu les résultats, en 2022, j'ai fait quoi ? J'ai dit, il y a autant de personnes, enfin... J'ai dit quoi ? C'était à 400 000 voix du second tour. Ah ouais. Alors que pour moi, le pays était vraiment finito. Pour moi, c'était pas possible qu'il y ait autant de personnes qui votent pour Jean-Luc Mélenchon avec tout ce qui va avec le personnage. Avec toute la construction médiatique qui est faite du personnage, avec la radicalité qu'il incarne. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas possible. Et quand j'ai constaté à quel point il avait réussi à rassembler, en dépit de la désunion, parce qu'il y avait aussi d'autres candidats de gauche qui s'étaient présentés, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Ensuite, il y a eu une campagne Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Donc, si on a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, on va pouvoir appliquer notre programme politique. Et moi, j'ai fait du droit constit. Donc là, je captais quand même les enjeux. Je me disais, ok, je comprends et tout. Ouais. Et du coup, je me dis, mais attends, dinguerie. Enfin, il y a un monde là, un petit monde où en gros, on applique un programme politique de gauche. Sauf que moi, je savais pas comment faire. Enfin, je savais pas comment faire pour me mettre au service d'une organisation politique. Enfin, il y avait personne dans mon entourage qui faisait ça. J'avais jamais reçu un tract. Enfin, je veux dire, moi, je connaissais rien. Donc en vrai, à chaque fois, je me disais comment faire. Je voyais rien. Enfin, j'avais aucune idée du truc. Et un jour, j'étais à la médiathèque de Grigny. Mon terre-terre. J'étais à la médiathèque de Grigny. Et là, je croise Antoine. Qui, lui, est candidat. Ok ? Et en fait, on a commencé à échanger comme ça. Il était en train de distribuer des tracts. Et il m'a dit, oui, c'était chaud. On va faire du porte-à-porte, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai dit, vas-y, on va faire du porte-à-porte. On a fait du porte-à-porte et on a commencé à parler. Et moi, il disait, mais toi, t'es qui ? Tu viens d'où ? Enfin, c'est comment ? Et lui, il me dit, moi, je suis candidat. Et moi, là, j'ai fait, j'avais grave honte de pas savoir qu'il était candidat. Parce que j'étais en mode, okay. Je savais pas et tout. Bon, voilà, bref. Il me raconte un petit peu son parcours. Et bref, de fil en aiguille, on a commencé un petit peu à échanger. J'ai fait sa campagne électorale. Et ensuite, il a été élu député. Après, moi, j'étais en mode, bah voilà, c'est bon et tout. Genre, ciao. Genre, c'est trop bien. Il y a un député de gauche sur la 10e. Finito pipo. Et là, il m'a dit, non. Là, il y a la réforme des retraites. En fait, il y a le PJL, l'immigration. En fait, il faut mener la bataille politique. Il faut faire des campagnes pour élever le niveau de formation du peuple, expliquer que on n'est pas en désaccord politique avec ça, mais pour telle raison, distribuer des tracts, faire des porte-à-porte, aller en manifestation. Et moi, je t'emmène, mais il y a tout ça qui existe. Moi, je savais pas, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et après, là, j'étais en master, je crois. Et j'ai terminé mon master. Un an après, et j'ai terminé mon master. Et lui, il cherchait quelqu'un dans son équipe pour faire ses argumentaires, ses discours et tout. Il m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'Assemblée nationale. Mais je pense que si j'avais pas été à la médiathèque de Grigny et que celui n'avait pas été là, je pense, honnêtement, je n'aurais pas rejoint. Encore une fois, ça part de Grigny. Ça part toujours de Grigny. C'est les Angeles. Ça part de Grigny, voilà. En fait. Donc voilà. Et ok, c'est quoi la différence entre la politique vue de l'extérieur, ce qu'on voit de l'extérieur, et celle qu'on voit celle que tu vis de l'intérieur, du coup ? Ok. Bah, c'est une bonne question. Mais pour vous, c'est quoi la politique de l'extérieur ? Parce que j'avoue que, en fait, moi, je suis tellement rentrée d'un coup, parce que je suivais pas la politique. Je suivais pas du tout la politique avant de... J'ai juste voté, mais je suivais pas du tout la politique avant de rencontrer mon chef. Donc ça veut dire que j'ai directement commencé de l'intérieur, en fait. Okay. C'est pas comme si je suivais un peu sur les réseaux sociaux et après je suis rentrée. D'accord, ok. Donc toi, tu n'y connaissais pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Et donc t'es rentrée, c'est là que du coup t'as un peu plus découvert. Exactement. En fait, je savais juste que d'un côté c'était un peu bizarre et de l'autre c'était un peu mieux. Je pense que c'est comme la majorité des gens. Voilà, en fait. Je savais juste ça. Voilà, c'est ça. Mais en termes d'organisation politique, de fonctionnement interne, même les différentes forces politiques, je n'aurais même pas pu te faire la distinction entre le Parti communiste, je savais rien. D'accord. Franchement, non, je calculais pas du tout. Est-ce qu'une fois que tu es rentrée à l'Assemblée nationale,
nationale, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des décisions qui étaient totalement déconnectées de la réalité du terrain? Mais oui, mais tellement, mais... Tu as des exemples? Dis-nous, s'il te plaît. Franchement, honnêtement, ça va beaucoup mieux mon rapport avec mon travail à l'Assemblée nationale. Au début, c'était vraiment violent. Wow. Franchement, c'était vraiment violent parce que... Déjà, moi, je faisais Grigny, Assemblée nationale tous les jours. C'est-à-dire que je passe de la ville la plus pauvre, l'une des villes les plus pauvres de France, à l'endroit où se prennent les décisions. Ouais. Et en fait, je constate à quel point la majorité des politiques sont méprisants. En fait, sont méprisants envers la population et, a fortiori, les miens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que... Non, c'était violent. Moi, franchement, je me rappelle beaucoup d'exemples, mais je pourrais parler, par exemple, du PJL Immigration, le projet de loi Immigration en 2023, où, oui, de la part de l'extrême droite, les propos, c'était d'un racisme. Mais d'un racisme. C'était un point... De l'entendre, de le voir, tu te dis que c'est même, impensable, en fait. C'est ça, en fait, c'est impensable. Et la manière dont ça a visé à exclure, à aliéner, à déshumaniser toute une partie de la société, je me disais, mais en fait, c'est de mon père et de ma mère dont il parle. Là. Ouais, c'est ça, tu te concernes automatiquement. Ouais, enfin, je t'en mais quand il parle comme ça des étrangers, en fait, moi, on parle de mon père et de ma mère, là. Avec tous les clichés qui étaient renvoyés, ils travaillent pas, ils viennent... Enfin, en plus, c'était tellement paradoxal parce que d'un côté, c'était en mode les étrangers ne travaillent pas, et de l'autre, ils viennent voler le travail des Français. Mais du coup, ils travaillent ou ils travaillent pas, je comprends pas. C'est des assistés ou ils volent le travail des Français? Enfin, il y avait plein d'argumentaires comme ça qu'il fallait débunker, dont il fallait montrer, en fait, les paradoxes et les inexactitudes. Mais en fait, c'était violent de se faire insulter continuellement pour qui on est et pas pour ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'épisode de la réforme des retraites et tu te dis qu'en fait ces gens ils veulent envoyer les personnes travailler jusqu'à 65, 67 ans, mais sauf qu'aujourd'hui quand un homme genre cadre, il a 5 ans de plus d'espérance de vie qu'un homme ouvrier. Un cadre aujourd'hui, il a 5 ans d'espérance de vie en plus qu'un ouvrier, je sais pas si on se rend compte. Et eux, ils veulent aller envoyer des ouvriers travailler jusqu'à 67 ans. Mais en fait, ils vont mourir avant. Et c'est déjà la réalité de ce qui se passe. Et moi, je pensais à mes parents. Je me disais, mais mon père, il a le dos cassé. Ça veut l'envoyer à la mort, très concrètement. Et tout ça, c'est des décisions politiques. Aujourd'hui, quand on décide de décaler l'âge de départ à la retraite aussi tard, on décide d'envoyer des gens au cercueil avant. On parle de la vie des gens. On parle de la vie des gens. Et tout ça, c'était violent. Et je me rappelle Rachel Keke, que j'aime énormément, qui est ancienne députée, elle avait dit un jour dans l'hémicycle, qui a déjà touché 800 € par mois ici? Qui a déjà... Et après, les gens commencent à dire, oh, elle a dit, pas par jour, par mois. Qui a déjà touché 800 €? Et en fait, ces personnes-là ne vivent pas nos réalités. Et si elles ont aucune difficulté à appuyer sur un bouton, parce qu'en réalité, quand t'es élu, c'est aussi ça, t'appuies sur un bouton, et ça a des conséquences directes sur la vie des gens. Et quand je te parle de conséquences, c'est des questions de vie ou de mort. C'est des questions de vie ou de mort. Et si ces gens-là, ils ont aucune difficulté à faire ça, mais c'est parce qu'ils sont pas concernés. C'est parce que c'est pas de leur père dont on parle, parce que c'est pas de leur enfant, et c'est parce qu'en fait, eux, ça va rien changer à leur vie. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment violent de me rendre compte à quel point les personnes qui font les décisions peuvent... Totale déconnexion et sans la moindre once d'humanité et que pour leur intérêt. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un enjeu majeur à ce qu'il y ait un maximum de personnes issues de milieux populaires, que ce soit de la ruralité, que ce soit de quartiers populaires, des ouvriers, des employés, qui intègrent ces lieux de pouvoir de façon massive afin de vraiment influer sur les prises de décision. Et justement, le fait de travailler avec Antoine Léaumont, est-ce que ça t'a permis d'un peu de changer ta vision que tu avais, la vision que tu avais de la politique un peu avant? Comme je disais, j'avais pas vraiment une vision de la politique avant. J'avais pas trop une vision de la politique, donc ça m'a plutôt permis de découvrir. C'est pas comme le droit quand j'ai fait des stages où voilà, j'avais eu un aspect théorique et là j'ai constaté la pratique. Là vraiment, j'avais aucun je sais pas. Une sorte de préjugés entre guillemets. Ouais, c'est ça, j'avais pas vraiment de préjugés. Là, pour reparler un petit peu de Grigny, est-ce que le regard des gens, il a un peu changé depuis les élections municipales? Sur moi? Ouais, sur toi. Non, franchement, j'ai pas l'impression que le regard des gens, il ait changé parce que typiquement, quand j'ai été élue, je suis de la culture. Du coup, j'ai fait une visite avec le directeur adjoint à la culture, donc lui qui est de l'administration, qui travaille pour la ville. J'ai fait une visite de tous les services culturels, donc conservatoire, on a un centre culturel où on organise des spectacles, des concerts, etc. La maison d'art plastique, enfin bref, j'ai fait une visite de tous les centres et tout. Et non, je pense pas que le regard des gens, il a changé parce que quand j'ai fait la visite, typiquement, quand je suis allée au conservatoire, donc il me faisait un petit peu la présentation et tout,
Et après, les personnes qui travaillent au conservatoire, ils disaient non, mais de toute façon, nous, elle, on la connaît. Hein, quand elle faisait du violon, elle faisait pas le solfège. Hein. Donc, elle faisait que du violon et tout. Ouais. Mais le solfège, elle était jamais là. Donc, on fait un peu semblant. Mais voilà, on présente, mais elle connaît très, très bien. Ouais. Okay. Ou même quand je suis allée à Ciné Béché, donc on organise plein de concerts. Et il y a le directeur qui a dit oui, maintenant, Suline, elle va pouvoir avoir accès peut-être à des concerts gratuits, etc. Celui qui gère le centre, il a dit moi, depuis que je la connais, elle a pas payé un seul concert. Hein, ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, en fait, je suis une enfant de Grigny, j'ai grandi à Grigny. Ouais. Je veux dire, j'allais au conservatoire. Enfin, les gens, ils me connaissent. Donc, non, je pense pas que... Tu peux pas changer de... J'ai 25 ans, je peux pas changer 25 ans de connexion avec des personnes juste en étant élu. Je pense qu'ils se disent que c'est la continuité d'un engagement parce que j'ai toujours voulu me mettre au service des autres, mais je pense pas qu'il y ait un changement de regard sur ma personne, parce que franchement, en tout cas, dans la manière d'échanger avec moi, il y a aucun changement. Ouais, okay. Donc du coup, je pense que le regard, il a pas changé. Ok, d'accord. J'avais une dernière question pour toi, Suline. Oui. Est-ce que, pour toi, il reste quand même des portes qui sont fermées, même lorsqu'on fait tout bien comme il faut? Bien sûr. Évidemment, il y a des portes, qui restent fermées, puisque la reproduction sociale, c'est une réalité. Il y a très peu de personnes qui arrivent à s'extraire de leur milieu social d'origine. Et oui, en fait, le travail, à mon sens, il suffit pas. Quand tu n'as pas les capitaux économiques suffisants, les capitaux culturels, les capitaux symboliques, à quel moment tu vas pouvoir connaître une trajectoire sociale ascendante? Ouais. C'est impossible. Aujourd'hui, les trajectoires transclasses, donc celles qui s'inscrivent dans une logique de non-reproduction vis-à-vis de celles de leurs parents, c'est des trajectoires qui sont minimes, qui sont vraiment minimes. Et c'est pas des trajectoires qui viennent prouver que quand on veut, on peut. C'est des trajectoires qui sont basées sur l'aléa, une rencontre, une main tendue, un collectif. Donc la personne qui arrive à passer d'un milieu populaire à un milieu plus privilégié, c'est pas uniquement parce qu'elle a travaillé, c'est surtout parce que sur son chemin, elle a rencontré des personnes qui lui ont permis d'accéder à ce milieu-là. Et très souvent, la figure du professeur, elle est importante dans ce genre de trajectoire-là. C'est notamment une professeure que j'ai eue qui s'appelle Chantal Jacquet, qui travaille beaucoup sur la trajectoire transclasse, qui le théorise. Et oui, il y a un plafond de verre qui existe. En fonction de tes capitaux, tu vas moins avoir de chances de réussir. Et moi, je ne crois pas du tout au mythe méritocratique. Ouais. Je ne crois pas du tout au fait de pouvoir s'enrichir par son seul travail. Les 500 plus grandes fortunes de France en 2017, elles avaient 600 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 1200 milliards d'euros. Mais en fait, on ne peut pas avoir des milliards d'euros juste en travaillant. On peut avoir des milliards d'euros en exploitant les gens, en ne payant pas les gens à leur juste valeur, en essayant de passer, de ne pas respecter les règles, d'enfreindre certaines règles, mais pas en travaillant. D'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand on a dit ça, ce qu'il faut, c'est se battre pour la mise en place de politiques publiques qui sont réellement plus justes, qui visent réellement à lutter contre les inégalités, qui visent réellement à permettre un partage de la richesse, qui visent réellement à permettre plus de justice sociale. Et pour moi, ça, après, ça rentre... Voilà, mais pour moi, ça passe évidemment par le fait de taxer les personnes, les super profits, les milliardaires, enfin, en fait, créer plus de solidarité entre les gens. Okay. D'accord. Et pour terminer, parce qu'on arrive sur la fin. Non. Malheureusement, on arrive sur la fin. Est-ce que tu as un message pour tous les jeunes qui te suivent au quotidien? Parce qu'on a vu, il y a beaucoup de jeunes qui te suivent sur tes réseaux sociaux. En fait, moi, le message que je leur dirais, c'est si je peux aider pour un stage, ou en tout cas, si je peux donner des conseils en termes d'orientation méthodologique pour le droit, la philosophie, parce que c'est mon domaine de compétence. Si jamais les personnes ont des difficultés pour la rédaction de mémoire, pour la sélection en master, pour Parcoursup, pour le passage en doctorat, tout ça, c'est des éléments sur lesquels vraiment je suis formée. Je me suis pris beaucoup de murs. Donc, honnêtement, sur ça, je sais comment naviguer. Okay. Et s'il y a des besoins, voilà, même de relire des lettres de motivation, des CV, de relire aussi des copies. Okay. Tout ça, moi, j'ai un mail qui est en bio et franchement, je réponds un maximum aux mails, aux DM. Donc, si je peux aider, c'est avec plaisir. Pour les accompagner au maximum. Voilà, c'est ça. Okay. Merci beaucoup, Suline. En tout cas, ça fait plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Merci beaucoup. Très inspirant, en tout cas. Merci, c'est super gentil. On vous remercie du coup d'avoir regardé cet épisode. Merci à toi, Suline, du coup, pour d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux, on les mettra en description. Et à la prochaine pour le prochain épisode. Voilà.